Chers internautes, chers CGP, chers professionnels du patrimoine, bonjour. Merci de nous rejoindre sur votre chaîne CGP TV pour une émission consacrée à l'assurance vie et plus exactement l'assurance vie avec le non-coté au service de la performance à long terme comme vous pouvez le voir sur votre écran. À mes côtés pour en parler, je commence par Jérôme Lamarque. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Jérôme, directeur commercial UAF Life Patrimoine. Avec Jérôme, nous avons Sonia Fendler. Bonjour. Bonjour Sonia, présidente d'Altixia REM, société de gestion de portefeuille spécialisée en immobilier. Et monsieur Eric Pouchné. Bonjour à tous les trois. Bonjour, membre du directoire, cofondateur d'Isatis Capital. Donc là, vous allez nous parler évidemment de private equity un petit peu et de non-coté, on s'en doute un peu. Bonjour Eric en tout cas. Alors après une année 2020 difficile, l'assurance vie a repris quelques couleurs, en tout cas en fin d'année, même 2020. 2021, ça se passe beaucoup mieux. La part de SCPI dans la collecte atteint les 36%, mais enfin ça reste encore, par rapport au stock, on aurait encore bien planté, plombé avec du fonds en euros qui malheureusement rapporte de moins en moins. Et on est sûr que ce pauvre fonds en euros, il n'est pas vraiment dans la course. Autant c'est peut-être sécurisé, mais il n'est pas vraiment dans la course pour se constituer une épargne à long terme. Je pense qu'on peut tous en convenir. On ne va pas refaire l'histoire. Alors comme alternative, il y a évidemment les unités de compte, des unités de compte cotées, mais il y a aussi des unités de compte non cotées. Et axé sur des actifs que on va considérer comme tangibles, l'immobilier, Sonia, et puis le private equity, les small cap. Les pouvoirs publics suivent ce dossier de près, nous le savons, sur l'investissement d'une manière générale dans le non-coté, dans l'économie réelle. Ils ont même institué un label relance de la croissance. Mais vous avez raison, relance. Et en résumé, ils y croient beaucoup et surtout, nous le savons, ils comptent beaucoup sur les CGP pour être le moteur de ces investissements. Alors, tout de suite, Jérôme Lamarque, pour IAF, pourquoi le non-coté aujourd'hui, comme ça ? Alors, c'est pas totalement nouveau pour nous, parce que ça fait quasiment 10 ans qu'on propose de l'immobilier, dans un premier temps, dans les contrats d'assurance vie. La raison, vous l'avez donnée, Jean-Charles, c'est vrai qu'on voyait la courbe des taux baisser, on voyait bien que le fonds euro qui est irremplaçable et qui reste, nous on y croit encore, on continue à le mettre en avant, alors certes... Des innovations même. Exactement, mais en revanche, ça rapporte plus 4-5% comme avant. Donc effectivement, on voulait proposer à nos clients CGP, parce que nous on travaille exclusivement avec des CGP, d'autres classes actives. Donc effectivement, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur l'immobilier, on a commencé par référencer des SC, puis des SCPI, puis maintenant des OPCI. Et puis on a, avec Daniel Collignon, donc le patron de Spirica, on a eu un peu la même idée, faire le même mouvement, le même virage sur le non-coté, sur le private equity. Donc c'est pas non plus nouveau, parce que ça fait depuis 2014 qu'on a référencé notre première FCPR en UC dans nos contrats, mais c'est un mouvement qu'on voudrait accélérer. On a augmenté le nombre de référencements récemment. D'accord. Et il y a eu donc je parlais à l'instant des pouvoirs publics qui ont redonnent une impulsion. Il y a eu la loi Pacte, notamment qui a créé de nouveaux véhicules. Pouvez-vous juste nous en dire deux mots, les uns et les autres ? Alors, moi, ce que j'ai en tête avec la loi Pacte, c'est surtout effectivement ce mouvement, vous en parliez Eric, pour financer l'économie réelle, financer que l'épargne des Français aille financer effectivement des ETI, des PME. Et je pense que ce qui a le plus été marquant ces dernières années, c'est le décret du 14 novembre 2019 qui a permis aux assureurs de franchir cette limite des 10%. Parce qu'avant, on ne pouvait pas mettre plus de 10% en private equity, pour appeler les choses très clairement, dans les contrats d'assurance vie. Depuis ce fameux décret que je viens de citer, on peut maintenant, les assureurs ont la possibilité de monter à 100%. Alors tous ne l'ont pas fait, mais Spirica l'a fait. Donc nous, effectivement, on propose des contrats 100% private equity pour nos souscripteurs qui le souhaiteraient. Avec, je crois, l'introduction possible de nouveaux véhicules comme l'OPPCI. Oui, alors surtout, c'est que la loi Pacte a autorisé en plus de faire le paiement en titre pour les assureurs, ce qui pour eux est quand même un soulagement, même si c'est très rarement utilisé, mais ça leur permet d'assurer de la liquidité. Donc ça a été autorisé au private equity. Hélas, les SCPI ne sont pas rentrés dans ce champ-là, puisqu'il y a ce système de droit de vote que vous avez dans les SCPI qui ne l'ont pas autorisé. Mais pour le coup, la loi Pacte a vraiment démocratisé ces véhicules non cotés dans l'assurance vie. D'accord. Eric Bouchny, vous avez une précision, non? Non, c'est très difficile. Il y a eu des fonds communs, eux, qui ont été en matière de private equity. Je rajouterais quand même un petit point supplémentaire, possiblement, c'est qu'effectivement, il y a cette
possibilité pour l'assureur de payer en part. Et ça a amené les gérants d'actifs, spécialisés dans le non-coté, à chercher des solutions aussi qui permettent aux assureurs de ne pas se trouver face à cette possibilité de payer en part. Parce que quand je fais un rachat dans mon contrat d'assurance vie, je souhaite avoir du cash. C'est pas pour récupérer des parts, y compris dans le cas d'une succession où les héritiers peuvent très bien se dire, plutôt que des parts, j'aimerais bien avoir des liquidités. Et donc il y a eu des réflexions, ce qui est notre cas, de proposer de la liquidité via un fonds investi en société française non cotée. D'accord. On reviendra, je pense, tout à l'heure. Alors, on va passer à côté immobilier, un peu historique, hein, on va dire. Donc, bah oui, des actifs tangibles. Alors, Sonia, c'est à vous que je pose la question sur ce marché aujourd'hui qu'on espère post-Covid. Même ça va. Voilà, on ouvre, on va y arriver, hein, mais bon, on n'est pas encore tout à fait sorti, mais on va dire qu'on s'en sort. Quelles sont vos convictions aujourd'hui en matière d'investissement ? Alors, je dirais que dans l'immobilier, vous avez peu de périodes de stress test. On vient d'en vivre une avec le Covid, et ce qui est bien, c'est que ça a prouvé à nouveau la résilience de l'immobilier, même très court terme, puisque les performances sont restées là en 2020, elles seront là en 2021, et ça peut même progresser encore dans les années suivantes. Donc, on voit l'intérêt d'avoir cette stabilité de cet actif qui reste avec un rendement qui est relativement stable, et l'assurance vie a cette agilité de pouvoir référencer différentes typologies de véhicules immobiliers. Alors l'assurance vie, pas tous les assureurs, hein, parce que c'est quand même des produits qui sont assez complexes, et certains assureurs aujourd'hui ne savent pas gérer des délais de jouissance, des revenus mensuels, et j'avoue que Spirica était très agile puisqu'historiquement c'est eux qui avaient le plus référencé de véhicules immobiliers. Donc pour moi c'est effectivement très complémentaire à du fonds euro, du private equity, et donc aujourd'hui l'immobilier reste avec tout son sens, que ce soit sous forme SCPI ou OPCI. Je crois plus à l'OPCI dans l'assurance vie, parce que ça reste un véhicule qui est liquide, sur lequel les assureurs acceptent des arbitrages avec des montants significatifs. La SCPI est toujours un peu contrainte, ne serait-ce qu'en sortie, pour éviter les rachats intempestifs. L'OPCI peut y avoir une poche on va dire liquide, enfin investissement coté jusqu'à 40%. C'est 35%, 40% pour le rappeler à nos internautes. Mais aujourd'hui, vous avez dans votre collecte, vous avez des orientations spécifiques au niveau de votre société ? Alors ça va vraiment dépendre. On voit aujourd'hui qu'on a certaines SCPI qui fonctionnent beaucoup mieux en assurance vie qu'en direct, par exemple. Alors Spirica a été un des seuls assureurs à savoir référencer notre SCPI qui a revenu mensuel. Donc celle-ci aujourd'hui fonctionne bien en direct et fonctionne très bien en assurance vie chez Spirica, mais c'est plus des contraintes techniques des assureurs. Aujourd'hui, complètement. Alors ça, et puis les CGP qui ont cette capacité de référencer des nouveautés, puisqu'ils ont quand même une agilité que vous ne retrouvez pas chez les grands comptes. D'accord. Donc le mix d'une agilité CGP et une agilité Spirica, ça a fait un bon cocktail. Après aujourd'hui, nous on voit un vrai regain sur notre OPCI, parce qu'il est assez atypique, où dedans on va mettre de l'immobilier qu'on dit création de valeur. On va vraiment acheter des acquisitions neuves, des immeubles en cours de construction, donc qui ont plus un objectif de capitalisation qu'un objectif de rendement. D'accord. Une remarque sur Jérôme, sur effectivement, Sonia met en avant votre capacité technique à pouvoir accueillir des CPI un peu spécifiques. C'est clair que ça fait partie de notre ADN, et je pense que ça explique une grande partie de notre succès commercial, cette capacité à avoir une très large offre, parce qu'on a parlé des SCPI, chez nous il n'y a pas de difficulté. Pardon ? Vous pouvez en recenser jusqu'à combien de SCPI ? Alors aujourd'hui, très concrètement, on a 20 SCPI qui sont référencés, on a 10 OPCI, et on est en train de, en ce moment, ce printemps 2021, on a quasiment doublé notre référencement de SC. Donc les Capimo, les Multimo, les Tangram, voilà. Et donc on en avait, c'est 3 historiques, mais on a plein d'autres référencements. On a référencé Novaxia, on a référencé Silver Avenir, enfin beaucoup de véhicules. Et puis il y a d'autres nouveautés qui vont encore arriver dans les semaines à venir. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup, vous en parliez dans votre introduction, Jean-Charles, il y a beaucoup d'appétence, et chez nous, ça doit représenter pas loin de 30-40% de la collecte. Donc il y a effectivement beaucoup d'intérêt de la part de nos clients CGP sur cette classe d'actifs. D'accord. Ça date de quand, la dernière grande crise, finalement, des années 90, 93. Les années 90, 93. La dernière grande crise sur l'immobilier. Et depuis, on a eu une quasi... Après, le Covid n'est pas une crise économique, et pas une crise financière, donc on peut difficilement la comparer. Mais ça aurait pu faire un frein. Et nous, on le voit typiquement, puisqu'on est les CPI dédiés commerce, qui a effectivement souffert pendant la période du Covid, puisqu'on a pas mal d'actifs fermés. Mais on a vu, à chaque réouverture, ça explose. Aujourd'hui, les gens vont dans nos restaurants, mais de 10h à 20h30, mais ils vont prendre un steak à 16h, à 17h, à 18h. Il n'y a plus de notion
région, les gens surconsomment, quoi. On l'a vu l'été dernier et on est en train de le voir là déjà en une semaine, quoi. D'accord, oui, parce que justement, vous faites bien de parler de ça, parce que sur, je veux dire, cet environnement qui change d'une certaine façon, il y a ce qu'on appelle le télétravail, le facteur du télétravail. Est-ce que vous après tout le monde, mais vous en particulier au niveau en tant qu'investisseur immobilier, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va changer les choses? Et puis c'est intéressant sur ce que vous me disiez sur les boutiques, parce que j'avais plutôt l'impression que ça allait être difficile, mais je vous écoute. Je dirais que le Covid n'a fait sur le commerce qu'accélérer une tendance antérieure, c'est-à-dire typiquement tout ce qui est l'habillement, le vêtement, le e-commerce prend la place. Donc ça s'accélère. Je reste persuadée, et je suis parmi les seules sociétés de gestion à le dire aussi fort, le télétravail sur les bureaux, ça va avoir un impact significatif. Alors certes, surtout sur l'Île-de-France, surtout sur des métiers assurance, financier, communication, mais on voit bien le passage à 2, voire 2 jours et demi de télétravail, ça fait que les grosses entreprises vont passer de 3 immeubles à 1 immeuble. Donc on parle aujourd'hui de 15% de taux de vacances. Donc ça va entraîner un regain d'intérêt uniquement sur les bureaux qualitatifs. Donc en région, parce qu'on a toujours besoin, mais ça devient un autre environnement créatif, brainstorming. En région, en Île-de-France, ce sera sur les actifs neufs qui offrent des services significatifs, proches des modes de transport, de la mobilité douce, etc. Donc en tout cas, je reste persuadée que les grandes surfaces, bureaux, Île-de-France, sera un impact. Ça va prendre un petit peu de temps, parce que souvent, ces grosses sociétés, vous avez les syndicats, vous avez les CHSCT, voilà. Donc un déménagement ne se fait pas en 6 mois, mais dans 1 an, 18 mois, on verra les impacts. Vous le sentez? Est-ce que vous sentez des relocalisations, ou des délocalisations en région? Est-ce qu'on sent ce phénomène Nous, on commence à le sentir des entreprises qui veulent plutôt avoir des implantations en région. Parce que ça leur coûte moins cher, confort de vie pour leurs collaborateurs. Et le 3e point, ça leur permet aussi, sur des populations un peu rares, d'avoir moins de turnover quand ils sont installés dans une ville en région, plutôt qu'à Paris, où toutes les entreprises vont chasser ces profils un peu rares. Donc nous, on commence déjà à le sentir. Vous le sentez? C'est le premier sentiment. Et le 2e sentiment, on voit des entreprises aussi qui cherchent à avoir des baux précaires, en se disant, je ne sais pas, si j'ai besoin de mes tentes, s'il faut que je raccourcisse, je rallonge. Donc aujourd'hui, nous on réfléchit à avoir des étages, c'est des baux fermes 3, 6, 9, et un étage, bail précaire, plus cher, mais qui a un peu la courroie de transmission en fonction des projets que vous pouvez avoir. D'accord. Une remarque, non? Sur les autres SCPI, peut-être, Jérôme? Alors, effectivement, on entendait peut-être la même chose chez d'autres sociétés. On a fait une table ronde avec Sonia et d'autres intervenants il y a quelques jours, parce qu'effectivement, c'est une question que se posent beaucoup les CGP. Et effectivement, la conclusion, c'était que le bureau n'était pas mort, mais en revanche, il y aura une prime à la qualité, encore plus peut-être qu'auparavant à l'emplacement, et puis un commentaire par rapport à la province. Nous, notre siège est lyonnais, donc on y croit beaucoup. Oui. Et on n'a pas prévu de déménager. D'accord. Parlons de private equity, parlons de non-côté, d'entreprise. On parlait d'immobilier. Quelles sont vos convictions aujourd'hui et déjà, comment ça se passe au niveau investissement, là, depuis ces derniers mois? Alors, je vais répondre à la deuxième partie. Voilà. Comment ça se passe depuis quelques mois? Ça se passe d'une façon un peu plus concurrentielle que ce qui existait préalablement, pour une raison très simple, c'est que vous avez vu sur le nombre de secteurs qui ont été plus ou moins fermés, une disparition totale de dossiers d'investissement. Quand je me situais dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du transport, du loisir, évidemment, ce n'était pas le moment pour moi de venir lever des capitaux auprès de fonds de private equity, parce que je savais très bien qu'il allait y avoir un élément très simple, c'est un discount majeur compte tenu de la situation. Par ailleurs, l'État a mis en place des fonds spécifiques pour venir en soutien de toute l'industrie aéronautique et toute l'industrie restauration, hôtelier, loisirs. Donc ça représente à peu près, grosso modo, 40% des dossiers qui arrivaient avant auprès des fonds comme nous. Donc évidemment, quand vous avez plus que 60% du gisement, la concurrence est beaucoup plus forte. Donc à partir de là, ça implique plusieurs éléments. C'est d'abord, de ne jamais déroger à votre process, en ayant toujours en tête qu'une grosse partie de la plus-value que vous réaliserez dans le futur proviendra de la valorisation d'entrée. Parce que évidemment, quand vous investissez dans une entreprise, vous avez un projet de développement. Ce projet de développement va générer de la valeur qui permettra de générer une plus-value. Mais si vous avez acheté trop cher l'actif, la plus-value sera d'autant plus réduite. Donc c'est à cela qu'il faut faire attention. Et donc,
être capable de temps en temps de payer une prime quand on a un actif exceptionnel, mais de ne pas se laisser emporter par le mouvement constaté en ce moment. Et pour les CGP, donc aujourd'hui, quel type d'investissement recherchez-vous? Est-ce qu'il y a des types d'investissements particuliers? Oui, première chose, je pense qu'il faut... j'aimerais rappeler 2-3 petites règles. D'abord, le private equity, comme l'immobilier, ça concerne l'épargne longue. Donc c'est vrai que le support assurance vie ou plan d'épargne retraite sont des supports tout à fait adaptés. Donc le particulier ou le CGP qui va conseiller son client doit regarder ça avec une vision long terme. Deuxième chose, c'est que quand vous êtes en private equity, vous avez un vivier à votre disposition, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure sur le 40% de disparition du nombre de deals qui vont revenir. Mais vous avez un vivier largement plus important que ce que vous trouvez en bourse. En bourse, si je prends uniquement le cas de la France, vous avez 1 millier d'entreprises cotées en bourse. Vous prenez le tissu des PME françaises, c'est 140 000 PME. Donc, simple exemple, quand je vais regarder le secteur des logiciels, combien y a-t-il de sociétés implantées sur le secteur du logiciel en bourse? Quelques dizaines. Quand vous regardez le marché du non-coté, vous avez une pléthore. Donc ça vous permet d'avoir vraiment un choix très large. Deuxième chose, ça vous permet aussi de participer réellement à la création de richesses que la société va générer. Puisque vous êtes investisseur via un fonds, mais en direct dans le capital de l'entreprise concernée. Quand vous achetez une action en bourse, vous achetez une action qui existe déjà, sauf si c'est une augmentation de capital. Mais l'augmentation de capital, c'est une minorité des flux constatés. Donc, avec un fonds de private equity, vous allez bénéficier effectivement à plein de la performance de l'entreprise. Troisième chose, vous allez avoir une diversification dans votre allocation d'actifs. Et enfin, vous allez bénéficier d'un élément majeur, c'est que vous vous éloignez des éléments perturbateurs de la bourse, qui n'ont pas de lien direct avec les entreprises qui sont cotées, parce que vous avez le high frequency trading, un trading haute fréquence, vous allez avoir les ETF, vous allez avoir les fonds quantitatifs, vous allez avoir les statistiques économiques qui n'ont pas forcément de lien ou d'impact sur l'entreprise concernée, mais qui vont faire bouger les marchés dans tous les sens. Donc vous allez abaisser fortement votre volatilité et votre stress quant à l'épargne que vous avez placée. On revient à l'origine du capitalisme, finalement. On investit dans des petites sociétés de croissance. Et les véhicules que vous utilisez, principalement, c'est quoi? Alors nous, on a deux grands types de véhicules. Oui. On a des véhicules qui ne sont pas agréés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui s'appellent des FPCI, Fonds professionnels de capital investissement, et qui sont destinés aux investisseurs dits qualifiés, avec c'est les institutionnels ou les très grands clients. Ensuite, on a les FCPR, agréés par les l'AMF, donc qui sont destinés à tout porteur. Donc on a les deux, comme on a les deux typologies de clientèle. On gère des fonds institutionnels et on gère des fonds pour des gestions privées qui sont ouverts. Et l'un de ceux-là, notamment, qui est éligible en assurance vie et qu'on concentre sur l'assurance vie et au produit retraite, c'est un FCPR qui a une particularité très nette, que j'évoquais en préalable tout à l'heure, c'est qu'il est le seul à exister encore de ce format, et pourtant dans le domaine de la finance, il n'y a pas de brevet, on ne peut pas déposer un brevet, donc tout le monde peut se copier. Bon, mais on est les seuls à l'avoir, et Generali nous a beaucoup aidé au tout début pour mettre au point ce fonds. On avait l'idée, mais il fallait démontrer de sa capacité à satisfaire un point essentiel pour les autorités du marché et la CPR, l'organisme de contrôle des compagnies d'assurance, c'est la liquidité. On est sur des actifs non liquides. Voilà. Ce fonds a une particularité, c'est qu'il permet aux porteurs, s'ils le souhaitent, de racheter ses parts et d'être réglé en numéraire en J+3. D'accord. Ce qui est quelque chose de très particulier quand on qualifie cette classe d'actifs comme étant non liquide. Effectivement, parce que la liquidité, c'est un sujet global, parce qu'on voit bien l'intérêt aujourd'hui d'investir sur du long terme, de le mettre dans un placement comme l'assurance vie. Tout ça est cohérent, bien entendu, mais il y a cette fameuse question de la liquidité. Est-ce que c'est aujourd'hui pour, je dirais, des conseillers avant les clients, finalement, parce qu'eux aussi se posent des questions, ils ont un devoir de conseil. Est-ce qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, régler cette question de la liquidité? Je vous pose la question à vous trois. En tout cas, en assurance vie, ils attendent ça de nous. Oui. C'est-à-dire que la question ne se pose pas quand ils vont investir dans un contrat d'assurance vie, quelle que soit la classe d'actifs, que ce soit un fonds action, que ce soit un fonds immobilier ou que ce soit du private equity, alors que ce soit
le côté malin qu'a imaginé Eric, où il a rajouté une couche de liquidité au sein de son fonds, mais on a aussi référencé certains de tes concurrents qui sont sur des fonds purs. Ça, c'est un choix et une vraie force encore de Sperica d'avoir, de se dire, la liquidité, c'est mon métier, c'est mon problème, c'est moi qui gère. Je suis à l'aise avec les fonds que j'ai référencés. On ne référence pas tous les véhicules du marché. C'est important. Donc on regarde la qualité, la taille des émetteurs. Enfin, évidemment, il y a tout un travail de due diligence. Mais une fois qu'on l'a fait, on apporte beaucoup de confort aux CGP et donc à leurs clients parce qu'effectivement, il y a de la liquidité. Alors après, ça dépend des véhicules. C'est-à-dire que sur les SCPI et les FCPR, on fait aussi un peu de pédagogie pour parler très très clairement. En fait, il y a des pénalités de rachat. Pour les SCPI, c'est pendant 3 ans et pour les FCPR, c'est pendant 5 ans, pour aussi que l'investisseur final se rende compte que c'est pas comme un fonds action classique que je peux acheter et vendre. Mais c'est cohérent, ça. C'est assez cohérent. C'est une façon de faire de la pédagogie. C'est pas non plus des montants prohibitifs. Et effectivement, si l'investisseur change d'avis, il pourra récupérer ses capitaux. Mais effectivement, ça donne quand même aussi beaucoup de confort. On apporte beaucoup de confort à nos clients. Je crois que si je peux rajouter un point, pour rejoindre ce que dit Jérôme, c'est quand vous faites des investissements dans un fonds donné, vous mettez plusieurs investissements. On va mettre plusieurs PME, on ne va pas en mettre qu'une. Donc l'intérêt aussi, c'est d'avoir la capacité d'avoir un échantillon de fonds qui ont des profils différents, donc des caractéristiques en matière de profil de risque et de comportement, qui fait que vous avez votre propre allocation sur la classe d'actifs concernée. Donc c'est important de ne pas avoir qu'un seul fonds. Nous, on ne veut pas que les gens ne souscrivent que dans notre fonds. Il faut mélanger les styles, parce que c'est comme ça que vous optimiserez votre performance au final. Même chose, évidemment, pour le CPI. Alors, l'OPCI a de la liquidité. Donc ça, c'est vraiment pour moi un point clé. Et si vous arrivez à sortir vraiment une très bonne performance sur la poche immobilière, vous attendez très peu de performance, voire entre -1 et +1 sur la poche financière. Ça vous permet d'avoir de l'immobilier liquide. Sur la SCPI, non, c'est pas liquide. Par contre, moi, j'ai un devoir moral vis-à-vis de mes partenaires, vis-à-vis des assureurs, à assurer la qualité de ce qu'on met dedans. Et effectivement, je vais rejoindre Eric là-dessus. Ça va être avant tout l'emplacement, la diversification, la taille, et c'est un leitmotiv chez nous. À chaque fois qu'on achète quelque chose, on se dit ok, mais dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut en faire? Si on n'a pas la réponse, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que ça peut se transformer en bureau, en commerce, en logement? Est-ce que la zone autour va se transformer, va se dégrader, va s'améliorer? Si vous n'avez pas ces réponses, c'est que potentiellement le jour où vous allez vouloir le vendre, il va y avoir un problème. Donc ça reste, je pense que je suis assureur dans l'âme après 25 ans. Oui. Donc j'ai besoin d'actifs patrimoniaux, voilà. Et ça fait une partie très importante dans notre sélection parce que systématiquement, je pense à l'assureur. Et même s'il est capable d'assumer cette liquidité parce qu'il a plus de temps, pour moi, c'est un devoir moral qu'on soit toujours au rendez-vous. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Ce serait la destruction, entre guillemets, d'une marque le jour où vous n'assurez pas la liquidité. Parce que malgré tout, ça fait partie de votre devoir. Même si ce n'est pas garanti, je le redis, mais ça fait partie de notre devoir. Effectivement. On a vu que certains fonds... a eu quelques problèmes au niveau de la liquidité qui n'étaient pas forcément en immobilier d'ailleurs. Donc vous vous sentez, je vous disais tout à l'heure, on en revient aux origines du capitalisme, qui n'est pas un gros mot, aux origines, j'investis dans l'entreprise, parce que d'ailleurs, c'est pour ça que la bourse a été créée. Oui, c'est pour ça que la bourse a été créée, mais c'est le discours aujourd'hui des pouvoirs publics, de dire qu'il faut réinvestir dans la proximité, pour redémarrer, et la crise nous force à ça. Est-ce que vous sentez, alors là encore, une appétence des clients, et voire des CGP, puisqu'ils sont le filtre des clients, sur se dire finalement, je vais redonner un sens à mon investissement? Il y a une vraie recherche, je pense. Est-ce qu'on sait, ou bien est-ce qu'on se fait plaisir avec ça? Non, je ne sais pas, Jérôme. C'est quelque chose qu'on ressent très fortement, et ce qui est assez étonnant, c'est d'autant plus fort. C'est une tendance qui monte, mais c'est d'autant plus fort sur les jeunes générations et les femmes. Et j'ai 3 exemples qui montrent... Génération et les femmes. C'est des exemples que... D'accord, non, mais c'est intéressant. Au contraire, j'ai pas fait des statistiques. On n'a pas demandé à l'Ipsos de regarder si c'est des exemples vraiment business, concrets, des dossiers dont j'ai parlé récemment avec des clients CGP. Et en fait, c'est très marrant parce que ces 2 classes d'actifs plus une autre que je vais citer, on parle de choses concrètes, de choses qu'on comprend. Parce qu'il y a aussi ce côté, la finance désincarnée, on ne comprend pas. J'en parlais tout à l'heure, la bourse, les algorithmes, on se dit, mais ça ne veut plus rien dire. Mais c'est quand on parle d'immobilier, c'est très clair, on sait de quoi on parle. Un commerce, un immeuble, des bureaux, on sait de quoi on parle. Le private equity,
Alors les gens froncent le sourcil, mais c'est investir dans les PME, les ETI qui sont autour de nous. Ah bon, c'est possible en assurance vie? Oui, c'est possible en assurance vie. Tout de suite, on intéresse les gens. Puis il y a une dernière partie, alors c'est pas le sujet du jour, mais je le cite parce que ça a beaucoup d'intérêt et je pense que parfois les CGP sont un peu frileux et leurs clients beaucoup moins, c'est tout ce qui est ISR et ESG. Mais quand on dit investir dans des actions, alors bof, mais qui vont avoir un impact sur le développement durable, qui font un effort pour le réchauffement climatique, tout de suite les gens disent mon épargne peut avoir une utilité sociale? Oui. Et en plus, on peut un peu gagner d'argent. Donc, on arrive à faire la quadrature du cercle. Donc, c'est effectivement je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est des sujets extrêmement importants. Le sens dans l'investissement. C'est vrai que l'intérêt du private equity, l'immobilier aussi, puisqu'on remet à niveau toutes les normes énergétiques. Mais dans le private equity aussi, on peut voir le détail de ces investissements dans telle société qui va intervenir dans le développement durable, dans l'eau, tout ce que... Et je pense que dans notre domaine du private equity, nous, on est un actionnaire d'une entreprise, au travers d'un fonds, certes, mais on est actionnaire, et on est toujours membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance de cette entreprise. Voilà, Donc pour nous, on a inversé les lettres. On fait de la gouvernance d'abord, qui est l'élément clé, puisqu'on gère de l'argent pour compte de tiers, et donc il faut que la gouvernance de l'entreprise, au travers du pacte d'actionnaires que nous signons avec elle, soit parfaitement en ligne avec ce que nous voulons. Deuxième chose, comme on investit dans des PME, il faut que le social soit parfaitement bien, parce que sinon c'est un risque de fragilité de l'entreprise majeure. Et enfin, l'environnement. Les deux premiers sont des causes d'exclusion. Si on n'obtient pas ce qu'on veut, on ne fera pas l'opération. Le troisième est une cause de best effort, parce que tout le monde n'est pas encore et n'a pas les moyens d'être dans les normes optimales en matière de changement climatique, de protection de l'environnement, mais c'est la tendance qu'il faut avoir. Et donc, de mettre en place un plan pour que les dirigeants, l'équipe dirigeante de la société concernée, tendent à aller vers, effectivement, la mise en place de fonctionnements réellement protecteurs de l'environnement. Dernière question, parce que le temps passe vite. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens, Jérôme, je pose directement la question, d'investir dans du non-coté ou dans des investissements un peu... Alors, alternatif n'est pas le bon mot parce que ça a un sens en finance, mais un peu différent que des unités de compte classiques. Alors effectivement, on a cité les deux classes d'actifs les plus importantes chez nous, donc l'immobilier et le private equity. J'ai cité la largeur de notre gamme en immobilier. En private equity, aujourd'hui, on a 6 fonds ouverts, mais il y a d'autres référencements qui sont dans les tuyaux. Donc c'est aussi une volonté de proposer une offre assez large. Eric le disait tout à l'heure, il faut diversifier ses investissements, y compris dans le private equity. C'est quelque chose qu'on va donner la possibilité à nos clients de le faire. Il y a un autre moyen, si effectivement les gens se disent quand même, c'est nouveau, je ne connais pas, et comment ça peut se passer. Spirica a lancé au 2e trimestre 2020 un fonds croissance. Oui. Les héritiers de ces fonds euro-croissance, on n'avait pas d'euro-croissance, mais on a lancé un fonds croissance. Qu'est-ce que c'est? C'est un fonds qui est donc géré par l'assureur, par Spirica, sur une durée de 8 ans. Et il y a une cerise, un bonus, c'est-à-dire qu'à l'échéance des 8 ans, Spirica garantit 80% de l'investissement. Donc c'est déjà assez sympathique pour l'investisseur, parce que déjà on protège une partie de son capital. Et en fait, on investit dans 4 classes d'actifs avec lesquelles on est extrêmement à l'aise. L'immobilier, le private equity, les actions, parce qu'à long terme, ça serait quand même dommage de s'en priver. Et effectivement, il y a une dernière poche, cash, tout, pour effectivement la liquidité. Donc voilà, donc c'est aussi un autre moyen. Et puis tout à l'heure, on a parlé du label Relance. Là, je reviens effectivement sur une partie cotée, mais on finissait cette intervention en parlant du sens. Effectivement, ça peut intéresser l'épargnant de se dire, mais si je pouvais investir dans ces sociétés qui sont autour de chez moi, qui bénéficient, enfin, voilà, avoir une utilité. Il y a beaucoup de fonds de small caps, comme on dit en bon français, qui ont obtenu ce label Relance et qui étaient déjà référencés chez nous. Donc oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Nous, on l'a obtenu du reste. Vous l'avez obtenu. Il y a aussi un label ISR immobilier. Vous êtes en cours aussi. C'est assez exigeant et je trouve ça bien que ça soit exigeant. Alors pas exigeant pour l'avoir, mais exigeant pour être encore au rendez-vous au bout de 3 ans. Et pour moi, ça c'est le point important. Voilà, il faut que ça soit fait de façon extrêmement sérieuse. Et on voit bien que sur l'immobilier, en tout cas sur la partie énergétique, c'est du long terme. Sur la partie sociale, on l'a vu pendant la crise du Covid, la proximité avec nos locataires, nos restaurants, nos espaces de loisirs, elle est clé. Et là-dessus, on va pouvoir jouer de façon très intéressante. D'accord. Donc vous nous confirmez que pour les petits commerces, c'est pas fini. C'est même au contraire. Aujourd'hui, ça commence à devenir rare d'acheter des bons commerces parce que tout le monde à nouveau se précipite dessus. Alors vous, pour les murs et vous, ça vous Alors nous, on ne connaît pas l'immobilier. Mais pour des activités autour de... Je
vais loger les entreprises. Il n'y a pas de souci, on va en discuter, Eric. Ah oui, d'accord. Mais écoutez, merci à tous les trois. J'espère qu'on a pu réussir à convaincre ce qu'il faut les CGP, alors d'investir à long terme, je pense que ça ils le savent, de s'ouvrir un peu plus. Une diversification en private, c'est quoi? C'est 5%, 10%? Je sais bien qu'on aime bien un peu, nous, les rédacteurs, donner quelques chiffres. Mais on était limité à 10%, oui, à 10%. Et les épargnants avaient du mal à investir dans le private equity. Mais à 100%, moi je crois qu'une enveloppe de private equity, ça peut être 10-15%, mais répartie sur plusieurs fonds. Encore une fois, il ne faut pas mettre tout sous le 36. On n'est pas au casino. On investit, on diversifie son allocation et on maîtrise son risque. Merci Eric Bouchny, je vous rappelle, un membre du directoire, cofondateur d'Isatis Capital. Sonia Fendler, merci. Vous êtes présidente d'Altixia REM. Et Jérôme Lamarque, directeur commercial UAF Lash Patrimoine. Merci d'être venu sur notre plateau. Et je vous dis à tous les trois à très bientôt. Et chers internautes, à très bientôt aussi pour une autre émission de CGP TV. Au revoir. Merci beaucoup.